Hello, welcome to Global Brief Studios. I'm Irvin Student, Editor-in-Chief and Publisher. This is the 2013 winter issue of Global Brief. We have a terrific lineup as usual. In studio in a second I will introduce Milud Chenoufi, who is one of our regular writers, a terrific professor at the Canadian Forces College here in Toronto. Global Brief magazine, now in our fourth year, is actually on sale in Taiwan, Singapore, Germany, Portugal, Brazil, Finland, and of course Canada and the United States in top bookstores. So hope you'll subscribe, and thank you for your continued support. I also want to flag our terrific masthead team, which is really responsible for the product that you see in print and online. We have a very large masthead team, so from everyone from our intrepid managing editor Sam Sasan-Shomanesh to our top art director Louis Fischoff, to our terrific junior editors and Michael Barachiski, Marie Lavoie, our web team at Dolce Publishing. I want to say a sincere thank you, and of course our print team at RJM Print Group. Again, thank you. It's a collective effort, and we continue to fight the good fight. Ici avec nous, on a Milud Chenoufi, qui est professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes, ici à Toronto. Milud, c'est un expert du monde arabe, du Sahel, du Maghreb, et on va parler un peu du printemps arabe, de ce qui se passe au Mali et justement ce qui se passe en Algérie. Merci d'être venu, Milud. Merci de m'avoir invité. Milud, vous avez écrit il y a 2 numéros sur le paradoxe algérien vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde arabe, dans le contexte du printemps arabe. En quoi consiste ce paradoxe ? Le paradoxe consiste au fait que l'Algérie a été le précurseur du printemps arabe sans en être le théâtre aujourd'hui. Tel est le paradoxe. Dans les années, à la fin des années 80, il y a eu un soulèvement populaire qui n'était pas sous la direction d'une élite politique donnée, très similaire à ce qui s'est passé en Tunisie, et ça a provoqué des changements constitutionnels profonds, l'engagement du pays sur la voie du pluralisme, et l'Algérie devait être à l'époque, au début des années 90, si vous voulez, la première expérience de démocratisation dans le monde arabe. Fort malheureusement, une forte polarisation politique entre les groupes, les partis démocratiques, modernistes et laïques d'un côté, et les mouvements islamistes et religieux de l'autre, ont fait en sorte que le pays aboutisse à un blocage qui s'est transformé de façon très dramatique en une guerre fratricide pendant toutes les années 90. Le souvenir de cet événement, de cette suite d'événements-là pendant les années 90, ont fait en sorte que les Algériens étaient très cyniques par rapport à l'engagement d'un mouvement de protestation de grande échelle, etc., étant donné les conséquences de ce qui s'est passé avant. Et maintenant qu'on voit que les choses ne vont pas réellement dans le bon sens en Tunisie et en Égypte, c'est-à-dire les 2 pays où il y avait le plus d'espoir d'une démocratisation, et pire encore en Libye et en Syrie, l'Algérie reste un peu à l'abri de cette contagion du printemps arabe. Et pour l'avenir, si jamais l'expérience tunisienne ou égyptienne particulièrement connaissait une évolution positive, on peut croire qu'un changement peut être enclenché en Algérie aussi. Cela dit, c'est une très bonne réponse, et cela dit, il y a eu il y a un mois et demi, quelques bouleversements justement en Algérie. Pourriez-vous nous expliquer les sources de ces bouleversements et les conséquences? Est-ce que vous faites référence à la prise d'otage à In Amenas? Justement. Bien, alors en fait, c'est un contre-coup des événements de Libye, qui eux-mêmes sont dans une certaine façon une onde de choc de ce qui s'est passé en Libye
il y a 1 an ou 2 ans. Il y a 2 ans de cela. Ok. En fait, la prise d'otage dans la base d'hydrocarbures au sud de l'Algérie avait été commanditée et réalisée dans le but de mettre dans l'embarras le gouvernement algérien qui avait ouvert l'espace aérien algérien à l'aviation française qui avait entamé, si vous vous rappelez, son offensive en Mali. Bon, quelles ont été les retombées de l'opération pour contrer cet acte terroriste, cette prise d'otage? Quelles ont été les retombées de l'opération et quelles sont les suites pour la conjoncture politique, géopolitique en Algérie? Oui. Alors, si vous vous rappelez, l'assaut a été très brutal et, bien entendu, a fait des victimes parmi les otages qui, essentiellement, ont été en fait tués par les preneurs d'otages, par les ravisseurs. Le message de la part du gouvernement algérien était assez clair et cohérent avec une ligne qui est suivie par le gouvernement algérien depuis les années 90. On ne négocie pas avec ces gens-là. Et d'ailleurs, dans le passé, c'était une raison de désaccord avec le gouvernement français qui, lui, s'est engagé donc dans la voie de la négociation avec les groupes qui prenaient des otages dans le Sahel. Et donc voilà, alors d'une part, le message était assez clair. Le retour aux années 90 est quelque chose qui n'aura pas lieu. Tel était le message du gouvernement algérien. Puis vous savez que cette prise d'otage a eu lieu dans un centre névralgique de l'économie algérienne, qui est donc cette base de production d'hydrocarbures à Ain Amenas. Alors, les retombées maintenant économiques, elles sont assez sévères parce que aujourd'hui, et à cause de cette affaire-là, les coûts en assurance vont augmenter. Le retour des techniciens, des employés des entreprises étrangères, japonaises, britanniques, européennes, etc., va être un peu plus difficile. On va exiger beaucoup plus d'assurance en matière de sécurité, etc. Et tout cela, ce sont des coûts supplémentaires. Alors maintenant, est-ce que ça change quelque chose sur la posture de l'Algérie, la posture régionale de l'Algérie ou la posture géopolitique de l'Algérie? Pas vraiment, à partir du moment où c'est juste la continuité d'une politique qui a été suivie avant. Maintenant, par rapport au Mali, c'est vraiment une autre affaire parce qu'il y a une différence de perspective entre l'Algérie et la France sur ce qu'il y a à faire maintenant au Mali. Alors mettons cela à côté pour un petit moment. Passons en Libye. Qu'est-ce qui se passe en Libye dans la conjoncture de l'après-Kadhafi? Qu'est-ce qui se passe à votre avis sur le terrain? Vous savez, en Libye, vous avez d'une part une élite politique, c'est celle qui s'engage dans des querelles politiques, dans des élections, etc., qui tente tant bien que mal de construire des institutions, mais avec un succès très mitigé, et avec un succès encore moindre en matière de contrôle du territoire. Si vous voulez, il n'y a pas d'autorité étatique qui contrôle l'ensemble du territoire libyen aujourd'hui. Il reste encore un nombre incroyablement élevé de groupes armés et de milices, notamment des groupes armés de milices qui sont d'obédience extrémiste et religieuse. C'est un véritable problème parce que vous savez qu'un État moderne, c'est un État qui monopolise les moyens légitimes de la violence. Ce n'est pas le cas actuellement en Libye. Alors, cela se greffe sur les disparités régionales et les différences ethno-religieuses qu'il y a dans ce pays. Voyez-vous, la guerre, la chute du régime a également fait chuter un projet
national de construction d'un État-nation qui s'appelle la Libye. Bien sûr, quand on va en guerre, on a l'impression que l'après-guerre va être quelque chose de facile, même si les expériences récentes en Afghanistan et en Irak ont très bien montré que ce n'est jamais facile le lendemain d'une guerre ou le lendemain d'un changement de régime. La même erreur a été refaite en Libye et aujourd'hui nous vivons avec les conséquences. Bien sûr, les défenseurs du changement de régime en Libye vont vous dire qu'on s'est débarrassé d'un dictateur et il n'y a pas beaucoup de problèmes sécuritaires qui réellement nous viennent de la Libye. Quant à la Libye, il faut lui laisser le temps de se stabiliser. Erreur. Pour deux raisons. La première est qu'il y a des combattants qui vont de la Libye en Syrie, donc à participer à encore plus d'instabilité dans la région. Deuxième facteur d'erreur, c'est que l'islamisation, si vous voulez, du conflit au nord Mali est une conséquence directe de la profondeur stratégique que le terrorisme au Sahel a eue à la faveur de l'intervention en Libye. Mais passons justement au Mali et le lien entre la Libye et le Mali. Qu'est-ce qui a causé l'intervention des Français au Mali? Alors, le récit narratif qui est développé par le gouvernement français est de dire que nous sommes intervenus pour faire en sorte que le Mali ne devienne pas l'Afghanistan et que Bamako ne tombe pas entre les mains de groupes extrémistes qui, il faut le dire, effectivement avançaient vers la capitale malienne. Pour le reste, le gouvernement français communique très peu et très mal. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il prévoit faire. Nous ne savons pas non plus quand est-ce qu'il compte se retirer, comment est-ce qu'il compte assurer la sécurité. Et plus encore, plus grave encore, on ne sait pas quelle est la dimension politique de leur stratégie dans la région. Parce que voyez-vous, il y avait effectivement la présence d'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique au Mali. Il y avait également Ansar Dine, un autre groupe qui s'est allié à eux. Même le groupe laïque du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui est un mouvement de l'ethnie Touareg du Nord, s'est allié à ces gens-là. Et bien sûr, ce problème-là existait. Et les exactions des groupes extrémistes, avec la flagellation des gens, la mutilation des voleurs, la destruction des mausolées, etc., la situation était assez grave dans cette région-là. Mais le problème, c'est que le contentieux, le conflit dans cette région-là n'est pas récent. Il est très vieux et c'est celui de l'ethnie Touareg qui se sont exclus, marginalisés et brutalisés par le régime malien depuis des décennies. Et un observateur disait récemment dans un organe de presse européen que, comme ailleurs, c'est un problème national sur lequel s'est greffé l'islamisme. À l'origine, le problème, ce n'est pas l'islamisme, ce n'est pas le terrorisme. À l'origine, il y a un problème d'intégration d'une partie de la population à un projet national. Or, cette population, qui sont donc les Touaregs, malheureusement, ne se sont pas toujours sentis chez eux au Mali, d'où l'offensive qu'ils ont toujours faite pour essayer de s'émanciper. Il y a eu des tentatives dans le passé. Au début des années 90, il y a eu des tentatives dans les années 2000. Et pour revenir à l'Algérie, l'Algérie a joué un rôle assez important là-dedans. Mais à chaque fois qu'il y a eu un accord pour avoir un cessez-le-feu, eh bien, les promesses dans ces accords-là qui consistaient à développer le Nord, à intégrer les Touaregs dans les forces de sécurité maliennes, etc., eh bien, ces promesses ne sont pas tenues. Donc les choses s'aggravent et puisque le contexte international est à ces groupes extrémistes qui vont de pays en pays, eh bien forcément, ils se sont installés au Mali dès qu'il y a eu un coup d'État à Bamako. Rappelez-vous. Mais vous parliez tantôt, en dernière question, vous parliez tantôt de grandes différences entre la lecture des événements depuis Alger et oui. depuis Paris. Oui. En quoi consistent ces différences de lecture?
Eh bien, les Algériens, d'après ce qui ressort, les Algériens ont compris de leur propre expérience qu'il y a une différence entre les groupes armés déterritorialisés qui cherchent uniquement l'affrontement armé, et avec cela, il n'y a pas d'autre possibilité d'interaction que celle de la force. Mais en parallèle, il y a une réalité, et cette réalité a besoin d'un processus politique. Donc, les Algériens sont en train de dire que le MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui traditionnellement est un groupe laïque, même si c'est allié aux islamistes récemment, ne doit pas être traité comme un groupe terroriste. Et également, Ansar Din, qui est un groupe qui est sorti du MNLA avec une coloration très religieuse, eh bien, eux aussi peuvent être intégrés à un processus politique. Sans cela, il n'y aura pas dans le nord du Mali de partenaires pour pouvoir marginaliser l'extrémisme déterritorialisé. Le problème aujourd'hui du côté français, c'est que nous ne savons pas encore s'ils font ces nuances ou pas. Parler de terrorisme et uniquement de terrorisme est une erreur. Voilà comment c'est vu à partir d'Alger. Et à partir de Paris, bien sûr, ils ont mis ça sur le niveau de l'intervention presque humanitaire, pour sauver de pauvres gens qui sont à la merci des extrémistes, ce qui n'est pas totalement faux. Mais il est clair qu'il faut plus, et ce plus, on ne le sait pas encore de la part de Paris. Donc c'est Alger qui a raison, à votre avis? Eh bien, probablement pas sur tout, parce que l'Algérie est un État qui, comme tous les États, défend ses intérêts. Il est dans l'intérêt de l'État algérien d'avoir une stabilité sur sa frontière sud. Les Français également voient la chose à partir de leurs intérêts, mais je crois qu'une position personnelle, c'est qu'une approche nuancée est toujours la meilleure. Miloud, merci d'être venu chez Global Brief, et on attend tous votre prochain article. Merci bien. Merci.